380 Belchim. À la fin du désastre de Cordu, Lumian s'est retrouvé non seulement aux prises avec le sceau dans son corps et l'aura disparaissante de l'inévitabilité qui l'entourait, mais il avait également été plongé dans un rêve vivant et réaliste. Étonnamment, même les enquêteurs, Ryan et les autres, ont succombé à un sommeil incontrôlable alors qu'ils entraient dans une zone spécifique, s'empêtrant dans son rêve. Pendant ce temps, Lumian, qui n'était toujours pas familier avec les subtilités du mysticisme, n'a rien senti d'anormal. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il a demandé l'aide de Monsieur Poète pour déchiffrer les significations symboliques tissées dans le rêve, qu'il a réalisé que ses origines n'étaient pas liées au pouvoir de Thermiboro ou au sceau de Monsieur Fou. Il avait une source différente, qui transmettait protection et réconfort. Depuis ce moment, Lumian avait inlassablement réfléchi à l'origine de ce rêve réaliste, mais il n'avait jamais trouvé de réponse définitive. Les possibilités étaient infinies. Cependant, avec le récit détaillé de Franca sur le parcours d'Evernight et ses propres expériences lors du rassemblement, une révélation soudaine le frappa. Le chemin Evernight, connu pour provoquer des visions cauchemardesques, pourrait également tisser le tissu de rêves réalistes. Se pourrait-il que Madame Ella, en apprenant le sort tragique d'Aurore à Cordu, soit arrivée trop tard pour intervenir directement? Peut-être avait-elle eu recours au pouvoir d'un artefact scellé pour m'entraîner dans un rêve réaliste, une tentative de réconforter mon âme tourmentée? Non, elle n'a pas besoin de me cacher cela et de feindre l'ignorance. Qu'y a-t-il à cacher? Et de plus, si elle en était responsable, il n'y aurait aucune trace persistante de pouvoir endormi. Se pourrait-il que l'utilisation continue de l'incantation impliquant des pouvoirs de dissimulation pendant les rassemblements et d'une manière ou d'une autre marqué ou corrompu Aurore avec l'influence de l'artefact scellé? Lorsque son corps s'est désintégré, l'artefact scellé a senti la perturbation, et même s'il n'a pas réussi à la sauver, m'a conduit dans le royaume de ce rêve réaliste? Oui, c'est logique. Léa et les autres furent obligés de dormir sur le sommet de la montagne couleur sang, située près du terrain sacrificiel, près du géant à 3 têtes et 6 bras. Cela correspond à ma théorie. La source du pouvoir du rêve est intimement liée au destin d'Aurore. Franca observa le silence prolongé de Lumian, réalisant qu'il était profondément plongé dans la contemplation. Elle s'est sagement abstenue de l'interrompre, lui permettant de revenir au présent avant de lui demander gentiment. Quelles pensées vous ont traversé l'esprit? Vous souvenez-vous du désastre de Cordu que j'ai mentionné? Il y a une zone autour du terrain sacrificiel, qui est devenue le sommet de la montagne couleur sang. Quiconque s'y aventurait tombait dans un profond sommeil et faisait un rêve réaliste, expliqua succinctement Lumian. Plus Franca absorbait ses paroles, plus l'étonnement et l'inquiétude la remplissaient. Se pourrait-il qu'il y ait aussi quelque chose qui ne va pas avec Madame Ella? Je ne pense pas. Lumian secoua la tête en réponse et exposa les aspects cruciaux de sa conjecture. Le soulagement a envahi Franca et elle n'a pas pu cacher ses émotions. Cette théorie semble correspondre aux circonstances. Bien, avez-vous remarqué? La partie initiale de l'incantation comporte un nom honorifique de 3 lignes. Cela implique que l'artefact scellé possède les caractéristiques d'une entité vivante ou a été vivant autrefois. Il est raisonnable qu'il influence instinctivement ceux qui implorent son pouvoir. Après mûre réflexion, Lumian a reconnu la validité de ce point. Les 2 hommes poursuivirent leur conversation, décidant finalement que Lumian devrait trouver un moment approprié pour rendre visite à l'Alon Bar. De retour à l'auberge du Coq Doré, Lumian tira les rideaux et s'installa à table. Baigné dans la douce lueur de la lampe au carbure, il commença à rédiger une lettre adressée à Madame la magicienne. La lettre était principalement centrée sur la performance de Armored Shadow et sa réponse. Lumian était particulièrement intéressé par la collecte d'informations sur l'ancien dieu Soleil et ses liens avec l'ordre Aurore. Cependant, conscient de l'heure tardive, il a décidé d'attendre jusqu'à ce qu'il se réveille naturellement le matin, prenne son petit déjeuner, puis envoie la lettre. À midi, Lumian reçut une réponse de Madame la magicienne, et il éprouva un sentiment de satisfaction d'être volontairement retourné dans la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré. La réponse de l'Armored Shadow et son état actuel nous offrent des informations précieuses sur la situation concernant. Lumian fut surpris par la première phrase. Son regard était fixé sur la partie vide de la phrase, ne sachant pas si Madame magicienne avait intentionnellement injecté de l'humour dans sa lettre ou si une certaine forme de distorsion avait affecté le message. S'appuyant sur sa connaissance du magicien, l'hypothèse initiale de Lumian était qu'elle avait initialement composé la phrase entière, mais qu'elle avait réalisé plus tard que certaines informations ne pouvaient pas être divulguées à ce moment-là. Au lieu de le caviarder ou de recommencer, elle avait eu recours à des moyens mystiques pour effacer la phrase. Pourquoi ne puis-je pas avoir accès à ces informations? C'est simplement un autre monde, n'est-ce pas? Lumian réfléchit en lisant la phrase suivante. Bien qu'il s'agisse d'une acquisition précieuse, son utilité immédiate peut être limitée, même si M le pendu sera sans aucun doute ravi. Le moment venu, lorsqu'il le jugera approprié, il pourrait vous demander d'invoquer à nouveau l'ombre blindée. Il sera chargé de fournir une compensation en or pour avoir la possibilité de poser des questions. Laissez-le déterminer les questions. Votre rôle est de faciliter la communication, et le 2 de coupe se chargera de la traduction. Oh, et n'oubliez pas de demander une récompense à M le pendu. Monsieur Pendu. Lumian répéta le nom de code,
ses yeux continuant à parcourir le contenu de la lettre. Le problème de l'ancien dieu Soleil est compliqué et mes connaissances en la matière sont limitées. À ce stade, je ne peux que proposer ceci. Il était le dirigeant de la troisième époque, celui qui a mis fin au règne tyrannique des anciens dieux brutaux et a inauguré une ère de lumière pour l'humanité. L'entité vénérée par l'ordre Aurore entretient une connexion compliquée avec lui. Comprendre ce lien comporte des risques. Considérez-le comme l'héritier de la moitié de son héritage, tandis que l'autre partie est partagée entre des membres sélectionnés des 7 divinités. Cette division a directement donné naissance à ce que nous appelons communément l'âge des dieux, également connu sous le nom de quatrième époque. Si des vestiges de l'histoire, des légendes, des documents et des artefacts étaient encore disponibles de la quatrième époque, les troisième et deuxième époques antérieures existaient principalement dans les écritures de diverses églises, voilées dans une obscurité presque mythique. Lumian ne possédait que peu de connaissances, reconnaissant la troisième époque comme l'époque du cataclysme et la deuxième époque comme l'époque sombre. Selon les mots de Madame la magicienne, Lumian sentit la majesté et l'attrait de l'histoire ancienne se dérouler devant lui. Les dieux antiques brutaux, l'ancien dieu Soleil qui a mis fin à l'âge sombre de l'humanité, le souverain de la troisième époque dont la disparition reste entourée de mystères, et l'âge des dieux qui a émergé de son cadavre. Pourquoi une divinité aussi ancienne donnerait-elle naissance à quelqu'un comme Amon? Et qui est la mère d'Amon? Pourrait-il y avoir un lien entre Amon et le personnage vénéré par l'ordre Aurore? Plus Lumian réfléchissait à cela, plus il discernait des problèmes avec la méthode utilisée par l'ancien dieu du soleil pour élever sa progéniture. Il nourrissait une impression favorable de cette divinité, non seulement en raison de son rôle dans la fin de la domination des anciens dieux et en offrant à l'humanité une lueur d'espoir, mais aussi en raison du soupçon qu'il pourrait être un transmigrant antérieur du même monde qu'Aurore et l'empereur Ozel. Simultanément, Lumian commença à comprendre pourquoi M. K et l'ordre Aurora avaient un tel mépris véhément pour les hérétiques. Celui qu'il vénérait était l'héritier légitime de l'héritage de l'ancien dieu Soleil. Une flamme a éclaté, enflammant la lettre dans la main de Lumian. Il rangea et attacha la boucle d'oreille argentée de Li, apportant de subtils ajustements à son apparence pour s'assurer qu'il ne ressemblait pas à Lumian Li. Ceci fait, il retira Li et le glissa dans une poche cachée. Ses récentes idées indiquaient que ses transfigurations depuis Li ne prendraient pas fin lorsqu'il serait séparé de Li. C'était une reconstruction en chair et en os. S'il voulait revenir à son état d'origine, il devait utiliser Li pour l'ajuster à nouveau. Lumian attrapa son cartable et quitta l'auberge du Coq Doré. Alors qu'il se dirigeait vers l'avenue du Marché, il entendit le carillon d'une cloche, signalant qu'il était 13 heures. Lumian récupéra la montre de poche en or qu'il avait empruntée à la salle de bal Brise et la synchronisa avec le son lointain de la cloche. La montre de poche perdrait une minute tous les quelques jours. Après un trajet de plus d'une demi-heure, Lumian arriva rue Ancienne. Ses pas le conduisirent vers l'Alone Bar, et son regard se posa naturellement sur la salle de bal unique. À ce moment-là, l'établissement n'avait pas encore beaucoup de clients. Les 3 gardes, chacun arborant un monocle sur l'œil droit, se prélassaient dans différents coins, engageaient des conversations sporadiques ou se laissaient aller à des rêveries. Un facteur vêtu d'un uniforme bleu distinctif orné de motifs floraux a garé son vélo au bord de la route et s'est approché de la boîte aux lettres de la salle de bal unique, serrant une pile de lettres. Comme les gardes, lui aussi portait un monocle à l'œil droit. Un frisson inexplicable parcourut le cuir chevelu de Lumian, le poussant à détourner le regard et à poursuivre sa route vers l'Alone Bar. À l'intérieur, l'atmosphère faiblement éclairée persistait, créant une ambiance sombre même à midi. À l'heure actuelle, Lumian se retrouvait le seul mécène. Le barman posté derrière le comptoir du bar n'était plus le même individu qu'avant. Au lieu de cela, c'est Léa, l'enquêtrice du bureau 8, que Lumian a reconnue. Elle portait une chemise blanche, un nœud papillon et une robe noire jusqu'aux genoux. Ses cheveux avaient été élégamment attachés en un simple chignon, orné de minuscules cloches argentées, un changement par rapport à son apparence précédente, dégageant un charme distinct. « Gin au rock », déclara Lumian en s'installant sur un tabouret de bar au comptoir, tapotant légèrement la surface. Un rire lui échappa alors qu'il continuait. « Pourquoi avons-nous un nouveau barman ?» Léa jeta un regard ludique dans sa direction et plaisanta. « Monsieur, il n'y a pas de règle stricte qui dicte qu'un bar ne doit employer qu'un seul barman. Cela conduirait sûrement à leur épuisement. » Très bien, approuva Lumian, payant 8 coups de langue pour son verre et attendant patiemment l'arrivée de son gin glacé. Après avoir savouré sa boisson pendant près de 10 minutes, il a demandé avec désinvolture. « Y a-t-il une machine à écrire disponible ici? Je viens de me souvenir d'un document que je dois remplir. » Léa, essuyant un verre, répondit. Dans la pièce à côté du théâtre, dans la cave, il y a une machine à écrire réservée au script. Elle coûte 2 coups de langue et un copet pour chaque feuille de papier. C'est assez cher. Marmonna Lumian en se levant et en entrant dans la cave avec son verre de gin. Il s'éloigna du théâtre de marionnettes, nourrissant un certain malaise persistant suite à sa précédente rencontre. Au lieu de cela, il s'aventura dans une pièce voisine. Il y avait en effet ici une machine à écrire mécanique en laiton, et un homme absorbé par la lecture d'un journal à côté. Lumian, conformément à ses préparatifs antérieurs, a procédé à la rédaction d'un bref document.
Certaines des lettres usées sur la machine à écrire correspondaient aux informations fournies par Loki avec une précision étrange. Satisfait de son travail, Lumian proposa de payer à l'homme silencieux pour son utilisation de la machine à écrire et du papier avant de quitter rapidement la pièce quelque peu étrange du sous-sol. Alors qu'il retournait dans le hall du bar, il fut brusquement accueilli par une fugue, alors qu'il entendit le faible carillon d'une cloche. Lumian retrouva rapidement son calme et dirigea son regard vers Léa, remarquant qu'elle ne montrait aucun signe d'alarme ou de surprise. « Avez-vous entendu la cloche » s'enquit Lumian en posant son verre sur le comptoir du bar. Léa fronça les sourcils. L'heure n'a pas encore sonné. Pourquoi le glas sonnerait-il? Réprimant sa perplexité, Lumian finit son verre et quitta la Lone Bar. En passant devant la salle de bal unique, il a constaté que seuls 2 gardes munis de monocles restaient postés à l'entrée. Le facteur était visiblement absent. Sans plus tarder, Lumian a continué dans la rue, mettant de la distance entre lui et l'établissement. Alors qu'il montait à bord d'une voiture publique en direction du quartier du marché, l'horloge sonna 2 heures avec une précision impeccable. Instinctivement, Lumian récupéra sa montre à gousset et l'ouvrit pour vérifier l'heure. À son grand étonnement, la montre de poche, qu'il avait minutieusement calibrée 1 heure plus tôt, avait encore une fois ralenti. 1 minute de retard.